Voilà donc quelques mots pour présenter cette procédure et évidemment je pourrai répondre à vos questions. D'abord, nous agissons au nom de deux autorités incontestables, à savoir le ministre de la Justice. Donc j'ai ici le mandat qui pourra être vu par la presse. C'est un mandat qui est signé en tête État de Palestine, ministre de la Justice, ministère de la Justice, et qui est signé par le titulaire du poste. Il n'était pas facile d'entrer en contact et de faire ce travail de préparation, vu que toutes les administrations ont été bombardées, mais nous avons pu établir le contact, vous voyez, au meilleur niveau. Et il y a également un autre mandat du procureur général de la Cour de Gaza, qui, dans les mêmes conditions, nous demande de saisir la Cour pénale internationale des faits et d'obtenir un rendez-vous pour avancer dans la procédure. Il y a beaucoup d'investigations matérielles qui sont faites sur place, c'est-à-dire que le ministère de la Justice dispose d'équipes d'enquête, est en mesure de parler de faits extrêmement précis. Et évidemment, il faut un petit peu de temps pour organiser tout ça, mais les informations circulent et tout le monde a pu voir les scènes de tir sur les enfants, le massacre d'un quartier, le nombre de 80% de victimes civiles, les 5 hôpitaux qui ont été attaqués, une école hier. Donc les éléments matériels sont incontestables. Voilà. Pour ce qui est de la procédure elle-même, et répondre à la question, à l'invitation de Christophe, vous dire pourquoi celle-là marcherait mieux que les autres. Les autres n'ont pas marché parce qu'elles n'ont pas été soutenues. Et on peut bien critiquer la justice. Comme avocat, c'est quelque chose auquel nous sommes habitués, d'avoir à contester les décisions de justice. C'est pour ça que nous faisons appel et on les critique également, ces décisions. Mais objectivement, on ne peut pas critiquer la Cour en elle-même, vu que la Cour n'a jamais eu le dossier. Le dossier est resté bloqué chez le procureur en 2009, après Plan-Durci, et il y a eu ensuite des tractations qu'il faut qualifier de politiques pour laisser les choses en état. Bon. À ce jour, pourquoi les choses changent? Nous avons la recevabilité et nous avons les faits. S'agissant de la recevabilité, elle reste acquise par la déclaration qui avait été faite le 21 janvier 2009. Pour donner compétence à la Cour pénale internationale, il y a deux possibilités. La première, c'est la ratification du traité, ce qu'ont fait, je crois, 120 États. La ratification du traité suppose un vote du Parlement, donc des élections générales. Autant dire que dans le contexte de la Palestine, quand on nous dit il faut la ratification du traité, c'est une manière de dire il ne faut surtout rien faire. C'est tout à fait évident. Donc c'est un piège grotesque. Mais le statut avait anticipé ces situations et donne la possibilité, indépendamment de la ratification, que le gouvernement donne compétence à la Cour. Et c'est une déclaration ministérielle qui suffit. C'est ce qui avait été fait par nous-mêmes en janvier 2009, et c'est la fameuse déclaration qui reste. J'ai encore vérifié, elle n'a jamais été retirée, elle est toujours sur le bureau du procureur, et évidemment qu'on ne comprendrait pas qu'elle puisse être retirée, parce que ça voudrait dire qu'on enlèverait à la population palestinienne une petite chance d'être protégée par la justice. Cette procédure, quand elle était un peu neuve, quand on l'avait faite en 2009, depuis, elle a été pratiquée par d'autres États, notamment l'Ukraine, il y a peu de temps. Donc c'est une chose qui marche. Donc la déclaration de compétence n'est pas la plainte. C'est en quelque sorte la piste d'atterrissage, et elle reste. Et dessus, on peut apporter des éléments. Ce qui fait que nous n'avons pas, à ce jour, à apporter du neuf sur la recevabilité, parce que nous nous fondons sur l'acte de janvier 2009. Pour ce qui est des faits, c'est une dénonciation de faits adressée au procureur. Un peu comme en droit français, si vous déposez plainte auprès du commissariat. On voit des événements, on peut être victime, on peut être simplement témoin. Et on informe le procureur en lui disant « donnez suite ». Donc c'est exactement ce que nous faisons. Nous le faisons avec un exposé historique complet pour dire « voilà, là, ce qui arrive n'est pas simplement un élément circonstanciel, c'est lié à 60 ans d'histoire ». Et nous le faisons en déterminant les qualifications juridiques par rapport au statut de la Cour et à la jurisprudence internationale. Ça occupe à peu près 10 pages
de la plainte, qui en fait 40, pour démontrer qu'il y a vraiment les qualifications juridiques qui rentrent dans le statut de la Cour. La procédure, quelle est-elle? À ce stade, il serait une erreur de parler de mandat d'arrêt, de prison, de jugement. Nous voulons être très techniciens. Nous faisons avec le statut de la Cour et nous devons être extrêmement précis. Dans le droit français, mais je pense que c'est le cas dans la plupart des pays, un procureur décide de lui-même s'il donne suite ou non à une plainte. Vous saisissez le procureur, il vous dit « je donne suite ou non ». Pour la Cour pénale internationale, avec les enjeux diplomatiques, les enjeux humains qu'il y a, le statut a prévu une procédure complémentaire, c'est-à-dire que le procureur ne peut pas de lui-même ouvrir une enquête. Il procède à un examen préliminaire, voir s'il y a du contenu. Selon la formule du statut, il doit vérifier s'il est raisonnable de penser que des crimes entrant dans la compétence de la Cour ont été commis. Est-il raisonnable de penser que des crimes entrant dans la compétence de la Cour ont été commis à Gaza ce mois dernier? S'il l'estime, il doit à ce moment-là transmettre le dossier à une formation de la Cour pénale internationale qui s'appelle la chambre préliminaire. Et c'est cette chambre qui, dans un débat contradictoire, où donc peuvent intervenir les avocats des parties, statuera sur la déclaration de compétence de janvier 2009 et l'ouverture d'enquête. Voilà. Alors évidemment, nous avons des choses à dire sur les étapes qui suivront, mais pour le moment, notre effort est de convaincre le procureur qu'il y a suffisamment d'éléments pour saisir la chambre préliminaire qui va statuer sur la recevabilité et sur l'ouverture d'enquête. C'est ce qui était engagé en janvier 2009 et qui a été interrompu car le procureur n'a plus reçu d'informations ni de volonté d'aller en avant sur cette procédure. La procédure est donc repartie sur la recevabilité sur la base de 2009 et sur les faits, sur ce qui arrive actuellement. Voilà. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur la plainte, mais je peux répondre à vos questions. Je veux dire, déjà, je fais une petite remarque qui servira pour d'autres, c'est que la Cour pénale maintenant fonctionne depuis une dizaine d'années. À l'origine, on discutait un peu de l'interprétation du statut. Maintenant, il y a des références jurisprudentielles sur beaucoup de points. Sur la plainte que l'on a rédigée, je crois qu'on vise une trentaine de décisions qui ont déjà été rendues par la Cour, notamment des décisions préparatoires. Donc, je ne donne pas mon point de vue, je vous parle de la jurisprudence de la Cour. La Cour est compétente en fonction du lieu où sont commis les crimes. Donc les crimes sont commis sur les territoires palestiniens, Gaza et Cisjordanie, vu qu'on vise également les rafles qu'il y a eu en Cisjordanie, les personnes arrêtées alors qu'elles n'avaient aucun lien avec le rapt des jeunes. Les faits ont lieu sur le territoire protégé par la Cour. Donc la Cour a compétence, même si les agresseurs, même si l'armée qui agresse, dépend d'un autre État qui n'a pas ratifié la Cour. Donc on n'a pas besoin du Conseil de sécurité, on n'a besoin d'aucune démarche de la part de l'État d'Israël vis-à-vis de la Cour. L'État d'Israël aura un choix à trancher, c'est-à-dire que nous espérons bien avoir rapidement, les événements vont en ce sens, la décision du procureur disant on ne peut pas en rester dans cette situation, donc on va demander à la Chambre si oui ou non il faut prendre cette affaire. Et devant la Chambre, je vous ai dit, c'est un débat contradictoire, ce qui veut dire que la Palestine plaidera avec ses avocats et, si possible, le ministre de la Justice et le procureur, s'ils peuvent se déplacer à ce moment-là, ils seront présents. La partie adverse, qui est donc l'État d'Israël, pourra participer à la procédure. Donc ça sera à eux de faire le choix, qui est de dire « je méprise cette Cour comme j'ai toujours méprisé le droit international » et le débat se fera dans ces conditions, ou d'argumenter, et nous sommes évidemment prêts à tous les arguments qui peuvent nous être opposés dans de telles circonstances. Ce n'est pas nécessaire. Là, il y a beaucoup de procédures qui se font sous l'angle de la déclaration de compétence. C'est-à-dire qu'on sait très bien, quand le statut est discuté, ça s'explique, hein, si vous voulez. Si vous voulez faire un traité de coopération commerciale ou autre, il faut le Parlement. Bon, là, on parle
d'un État avec une agression extérieure ou des conflits armés internes. Et il peut donc y avoir un pouvoir qui exerce, mais qui n'a pas toutes les possibilités d'exercice, qui n'a pas non plus de Parlement. Donc ce cas avait été expressément prévu dans le statut à l'origine, en disant, quand vous aurez un État qui se libère, par exemple, d'un occupant ou d'un conflit armé, le nouveau pouvoir qui arrive en place depuis 3 jours a besoin de faire juger les crimes qui ont été commis. Et si on lui oppose de ratifier et de faire des élections générales, le vote ne se fera jamais, d'où cette procédure spécifique qui est celle de la déclaration de compétence. Elle laisse un peu plus de marge au procureur, d'où ensuite la nécessité de se faire autoriser par la chambre préliminaire. En l'état actuel, ce n'est pas à nous, agissant pour dénoncer les faits, que d'étendre des poursuites, vu que la procédure envoie à un jeu institutionnel qui est celui du procureur de la Cour pénale et de la juridiction qui, à tout moment, doit valider les actes du procureur. Donc ce n'est pas une décision qui nous appartient, mais nous demandons évidemment l'ouverture de l'enquête sur tous les aspects du dossier, tous, et notamment des complicités qui peuvent avoir lieu. De toute façon, la Cour, elle est saisie des faits, elle est libre d'apprécier les faits, de donner les compétences et de rechercher les auteurs en fonction du critère qui est celui de l'intérêt de la justice. En tout cas, par rapport à... On peut saisir la justice française, on peut faire des choses, mais par rapport à ce qui est en train de se jouer, du fait que nous sommes ce matin à 10 h et que ce soir, il y aura 30 ou 50 morts de plus, la réponse ne passe pas par des juridictions nationales, elle passe par une cour internationale. Voilà. Et nous voulons cette démarche du ministre est de dire qu'il ne faut pas de demi-mesure et que les rapporteurs spéciaux, le Conseil des droits de l'homme, les enquêtes, tout ça c'est très utile. Mais en bout de course, il faut dire les choses de manière carrée, c'est-à-dire s'il y a des crimes, ça se retrouvera devant la justice. Donc, est-ce qu'il y a des crimes de guerre? Oui. La démarche, elle est simple. La réponse à la violence, c'est la justice. Je pense que la plainte a été rédigée assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a une antériorité de travail avec les autorités qui fait que nous nous sommes très vite trouvés en phase quand il y a eu donc l'idée quand il y a eu la nécessité d'agir. Donc c'est une démarche qui est tout à fait forte de la part des autorités publiques de dire la population palestinienne est la plus exposée parce qu'elle ne bénéficie pas d'un État et donc il va falloir recourir à la justice internationale. Bon. Donc les manifestations peuvent jouer, des éléments peuvent jouer, mais il y a un travail qui a été très en amont de dire ce peuple avec un État fragile, vu qu'il est occupé, doit bénéficier il faudra s'orienter vers la justice internationale. Après, le problème, évidemment, que chacun connaît bien, c'est que toute l'histoire du droit international montre que le droit a été majoritairement l'arme des puissants. Quand vous aviez d'abord les F-16, les tanks, et puis après le droit, qui disait la même chose de 3 manières différentes. Et donc, il faut analyser si c'est pertinent ou non. Voilà. Donc, ce que nous disons, ce que nous voyons, nous, et les autorités judiciaires le voient aussi, c'est que nous avons maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 10 ans, des outils juridiques qui permettent de retourner cette arme juridique contre les agresseurs. Voilà. Et d'utiliser le droit international pour les faibles contre les puissants. Alors, parler de sanctions, on est vraiment dans l'anticipation. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que la Cour tout le statut invite à se saisir des faits les plus graves et des responsabilités les plus hautes, et donc des décideurs. Voilà. Donc, dans les affaires de vie de tous les jours, on est intéressé par celui qui a commis l'acte. Mais en droit international, depuis le tribunal de Nuremberg et même avant, on a compris que celui qui était le plus impliqué dans les faits n'était pas celui qui pratiquait, qui finalement recevait des ordres et se trouvait dans des situations parfois extrêmes, mais celui qui organisait le procédé et qui était le commanditaire. Il n'empêche
que quand on voit des actes délibérés d'assassinat, par exemple, on a vu cette vidéo d'un jeune Palestinien au t-shirt vert qui, j'en parle comme ça, tout le monde l'a vu, qui accompagne des secouristes et qui est visé par un soldat abattu, et comme il bouge encore, il prend une deuxième balle alors qu'il est à terre. Ça, c'est pas le gouvernement, c'est un soldat. Quand on voit les quatre enfants qui courent sur la plage, qui sont visés par un navire à 2 reprises et qui tirent alors qu'ils sont en train de prendre la fuite, ça, ce sont des personnes privées. Mais il y a vraiment le principe même de cette agression qui relève de la punition collective, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose en Cisjordanie, le lendemain, il y a une déclaration de Netanyahou en disant « c'est le Hamas et ils vont le payer ». Et finalement, nous voyons ce qui arrive maintenant, c'est-à-dire qu'en dehors de tout esprit de justice, le peuple palestinien de Gaza, qui est déjà sous un blocus illégal, fait ensuite l'objet de cette vengeance. Et donc ça, ce sont des ordres politiques du plus haut niveau qui ont naturellement vocation à intéresser la Cour. Nous avons cherché évidemment à être le plus respectueux de l'esprit de la Cour pénale internationale. Donc à ce stade-là, nous saisissons la Cour de fait et nous voulons la convaincre qu'il est raisonnable de penser que des crimes entrant dans la compétence de la Cour ont été commis, d'où la nécessité d'ouvrir l'enquête. Les services à Gaza et en Cisjordanie sont extrêmement organisés pour réunir des preuves. On l'a vu sur d'autres dossiers, il y a un savoir-faire qui est assez exceptionnel. Pour chaque fait, on a l'identité des personnes, des photos, le nom de la rue, le plan, les blessures, les constatations médico-légales. Évidemment, ça fait chaque fois des dossiers, donc ça, c'est un travail qui se fait à plus long terme. Mais dans l'immédiat, il y a des précédents sur les méthodes d'analyse de la Cour, notamment quand il y a eu l'affaire de Libye. Donc là, c'était une saisine par le Conseil de sécurité, ça n'avait rien à voir. Mais quand c'était la Libye, il n'y avait pas d'enquêteur de la Cour pénale internationale sur place. Il y avait les images, il y avait les informations, et en 2 jours, le procureur avait ouvert l'enquête. Donc pour nous, c'est un précédent qui est intéressant en disant pourquoi vous le faites et pourquoi vous ne le feriez pas ailleurs. Donc la pratique de la Cour amène des éléments qui rendent la plainte en elle-même beaucoup plus vivante, pertinente, entrée dans le réel.